On va parler blocage des sites internet liés au piratage et à la contrefaçon avec mon invité Anne-Marie Pecoraro, associée au sein du cabinet UGGC Avocat. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, il y a profusion de sites internet pirates qui sont aussi en matière de contrefaçon, qui rediffusent des contenus protégés par les droits d'auteur. On pense notamment aux sites d'événements sportifs, qui diffusent des événements via le streaming. Quelles sont les bases juridiques qui permettent aux autorités, aux ayants droit de demander le blocage de ces sites internet liés à la contrefaçon ou au piratage? La loi a organisé progressivement dans le temps une série de textes sur lesquels il est intéressant de revoir l'historique. Tout d'abord, on a eu deux directives, des deux directives qui étaient relatives aux droits d'auteur, qui ont permis le principe du blocage. On a eu en France la loi qu'on appelait LCEN, qui a posé un texte général qui permet aux juges de donner des injonctions pour des diffusions en ligne qui sont de nature à créer des dommages. Mais au-delà de ce texte général qui peut être invoqué de la LCEN pour toutes les matières, y compris, on va voir si on rentre peut-être en détail sur ce point, pour le droit des marques, il y a un historique beaucoup plus précis et efficace concernant le droit d'auteur. Alors, on a eu tout d'abord un article qui s'appelle L336.1, sur lequel il y a eu beaucoup de jurisprudence, ça s'est affiné, les durées ont été élaborées, modifiées, etc. Pour entrer dans le détail de tout ça. Donc le droit s'est construit petit à petit. Ah, voilà, le droit s'est construit de manière vraiment structurée et de plus en plus efficace, malgré les obstacles et les difficultés techniques, sur la base de ce L336.1. Ensuite, une loi est venue renforcer le dispositif et pallier à quelques-unes des difficultés en créant des sanctions contre les sites miroirs et en mettant en place notamment une liste noire. Et enfin, nous sommes arrivés à ce texte du Code du sport que vous mentionnez. Donc ce texte, c'est dans le Code du sport qu'on trouve la possibilité pour les ayants droit, c'est-à-dire pour les organismes de télédiffusion et les ligues et fédérations sportives, Bien sûr, de demander aux juges de bloquer selon un processus qui est plus adapté. Parce que dans le cadre de L336.1, même avec une certaine efficacité, les procédures prenaient un délai qui était peu adapté finalement au calendrier sportif. Voilà. Concrètement, comment les tribunaux décident-ils du blocage des sites pirates? Et est-ce qu'il y a des critères, par exemple, spécifiques qui doivent être remplis? Ah oui, oui. Tout d'abord, on a une liste de critères dans la loi elle-même. Donc dans ce fameux L336.1, et on doit assurer et consolider la base légale et le contenu contrefaisant. Donc la première chose, c'est tout d'abord de démontrer qu'on est ayant droit, donc on a bien des droits sur le contenu dont il s'agit, que ce contenu est bien contrefait. Alors ayant droit, ça peut être directement le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins, ça peut être aussi une société de gestion collective, et puis on l'a vu, ça peut être étendu, et puis ça peut être le CNC également pour le cinéma. Donc démontrer qu'on est ayant droit, que le contenu est contrefaisant, mais aussi démontrer que le site est massivement contrefaisant. Donc ça, on peut le démontrer avec des analyses statistiques, démontrer que le contenu est accessible en France. Donc ça peut être constat d'huissier ou panachage entre constat d'huissier et rapport d'expertise privée, avec un contenu bien identifié. Voilà à peu près pour l'essentiel les conditions que le juge va vérifier, enfin évidemment toujours avec des adaptations concernant les contenus sportifs. Évoquons maintenant le rôle des fournisseurs d'accès Internet et des hébergeurs dans la lutte contre le piratage et la contrefaçon. Sont-ils généralement tenus responsables des contenus illicites qu'ils hébergent ou qu'ils permettent d'accéder directement? Alors, une règle que l'on connaît et qui s'est confirmée, tout d'abord concernant les hébergeurs, qui ne sont sur le principe pas responsables, en particulier, enfin, ne sont pas responsables tant qu'on n'a pas démontré qu'ils auraient eu connaissance du contenu contrefaisant, ou alors qu'une fois notifié, ils n'auraient pas agi
Promptement. Exactement. La règle va être à peu près la même pour les fournisseurs d'accès, mais à qui on demande quand même un peu plus de vigilance. Il n'y a pas d'obligation générale de surveillance. Globalement, en tout cas, il importe que les opérateurs économiques agissent promptement une fois qu'ils sont notifiés. Ça va être un peu le point de bascule. Alors revenons sur le rôle aussi des grosses plateformes. Maintenant, les contenus sont diffusés aussi sur les réseaux. Quelles sont les obligations aussi des plateformes de streaming ou de partage de contenu face aux demandes des ayants droit ou des autorités d'ailleurs? Oui, oui. Alors, encore une fois, elles n'ont pas d'obligation générale de surveillance. Néanmoins, elles ont une obligation de coopération qui s'est renforcée au fil des textes, et en particulier à l'époque du DSA et dans leur relation actuelle avec l'ARCOM. Alors, le premier point, c'est que désormais, ces plateformes sont responsables d'un acte de diffusion, donc elles doivent obtenir une autorisation, une licence au final. Et quelquefois, elles ne l'ont pas. Donc, tant qu'elles n'ont pas la licence, elles doivent avoir fait leurs meilleurs efforts pour obtenir une licence des ayants droit. Par exemple, une plateforme qui n'aurait pas les droits musicaux devrait démontrer qu'elle est en train de négocier de bonne foi avec la SACEM et les producteurs de phonogrammes. Et puis, elle doit aussi utiliser de manière diligente des mesures techniques d'identification. Donc ça, les mesures techniques, c'est quelque chose avec lesquelles les juristes travaillent depuis de nombreuses années, mais elles ont dû s'affiner. Bien sûr. Et on a une plateforme comme YouTube, par exemple, qui a une mesure, des mesures techniques d'identification sur la base des informations que donnent les ayants droit. En 2 mots, dans la mesure, les ayants droit doivent fournir des éléments d'information qui permettent à la mesure technique de reconnaître. Et si on prend le blocage d'un site web, est-ce que c'est vraiment une mesure efficace pour lutter contre la contrefaçon ou le piratage? Est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on sait dire si c'est efficace? Oui. Les chiffres de l'ALPA démontrent une baisse du piratage que moi j'impute effectivement directement aux campagnes de blocage. Mais effectivement, il y a des moyens techniques de contourner et aussi des moyens qui sont opposés au contournement. Voilà. Vous évoquez justement la possibilité de contourner des sanctions de blocage, par exemple. Quelles sont les possibilités justement de sanctionner une nouvelle fois ces sites qui réapparaissent, des sites miroirs, alors qu'ils ont été bloqués? On voit réapparaître d'autres sites pirates. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à bloquer les sites miroirs ensuite qui sont créés? Concernant les sites miroirs, oui. C'est désormais facilité. Il est permis désormais sur la base d'une décision d'aller voir l'ARCOM et de solliciter de l'ARCOM que le blocage soit étendu à une liste de sites identiques. Donc ça, c'est déjà une première chose qui peut être faite. Je vais citer 2 jurisprudences qui ont été très utiles. Donc, une jurisprudence récente. Alors, les DNS, en 2 mots, c'est une sorte d'annuaire d'adresse IP. Par exemple, Orange va avoir le sien, et si on bloque un site dans l'annuaire d'Orange, il va bloquer sur ses DNS. Néanmoins, ça n'empêchera pas, comme c'est par défaut, ça n'empêchera pas un internaute d'avoir recours à des DNS alternatifs, par exemple de Google. Donc une décision a ordonné à Google également de bloquer. C'est un peu technique, mais c'est important parce que c'est une jurisprudence qui ne permettrait plus, quand elle est appliquée aux internautes, de passer des VPN qui ont été bloqués, par exemple, chez un des fournisseurs d'accès français, pour passer chez les Google ou les alternatifs. Voilà, ça peut être un des exemples d'extension. Et deuxième jurisprudence, rapidement. Et l'autre, c'est concernant l'IPTV. Les sites ont connu des fermetures de systèmes IPTV, ce qui est quelque chose aussi qui va certainement affecter le marché compte tenu de la popularité de cette méthode. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.